pense que ça t'intéressera beaucoup de lire 2 livres de Denis Podalydès. Un qui s'appelle Scène de la vie d'acteur, où il parle très précisément de cela, comme tu faisais référence à Artaud, etc. Bon, à propos de son propre travail d'acteur. Et aussi celui-ci, donc, est un dialogue en fait avec merci, Gabriel Dufay, qu'ils ont eu sur le paradoxe sur le comédien de Diderot, et dans lequel il parle beaucoup de fantômes, mais notamment du fait que la pièce est d'abord produite par le spectateur. Et évidemment, nous sommes assez obsédés par ce genre de choses ici. Nous pensons que voilà, chaque fois qu'on regarde un film, une pièce, qu'on écoute une musique, en fait, on la produit. Et évidemment, on a des moyens de production plus ou moins grands. Plus ou moins, enfin, moyens de production, le mot moyen n'est pas tout à fait le bon, mais même pas du tout le bon, mais peu importe. Ils ont des capacités, on dit. On va appeler ça des capacités qui sont très variables selon les occurrences. Mais, et ce que nous disions ce matin avec Denis Podalydès, c'est que quand un public se fait, c'est que tout à coup, tous ces fantômes convergent finalement vers une fantomalité ou une spectralité qui relève de ce que lui-même, Denis, appelle l'idée, en reprenant des termes de Diderot, puisque voilà, notre point de convergence fondamental avec Denis Podalydès, c'est de penser que le comédien de Diderot n'est pas du tout un automate, qu'il est automatisé, qu'il doit absolument s'automatiser, pour pouvoir désautomatiser sa sensibilité d'ailleurs, et pour lui imposer un autre régime d'automatisation, mais que ce n'est qu'à partir de là qu'il peut produire ce que Diderot présente comme étant le type, la figure, l'idéal de tel ou tel personnage de théâtre qui ne peut jamais en aucun cas être réaliste. Et tout ça nous a fait aussi parler du cinéma, et il en parle aussi beaucoup dans ce livre, puisqu'il est à la fois acteur de cinéma et comédien de théâtre, et pratiquement tous ces comédiens aujourd'hui en sont là d'ailleurs. Et l'extraordinaire différence de réalité qu'il y a entre le cinéma et le théâtre, qui sont deux choses totalement différentes en réalité, et de la très grande difficulté que ça représente pour les cinéastes et les metteurs en scène et les comédiens, finalement, de s'adresser à des publics qui n'ont pas forcément, parce que tout va tellement vite, et tout est tellement perpétuellement bouleversé par le marché, etc., que ne s'installe pas finalement un horizon critique par rapport à toutes ces choses. Et en parlant de ça, ça me donnait envie de revenir vers ce que tu disais au début. D'abord du texte qui est effectivement au début du ballet mécanique et de cette espèce de blâme des haut-parleurs qui me fait beaucoup penser à un texte que tu connais grâce à toi d'ailleurs, même s'il est bien plus tardif, de Bartók sur la radio. Et que 1924, puisque c'est cette année-là que ce film est produit, c'est un hasard, mais je le dis quand même, c'est l'année où Hubble montre que l'univers est en expansion, et ça c'est un problème d'entropie, donc je trouve que c'est très intéressant, cette coïncidence de date, mais c'est aussi, ça fait qu'1 an que la radio existe en Europe, la radio civile, 4 ans qu'elle existe aux États-Unis, et le phonographe n'est pas si vieux que ça non plus, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça que les gens ont des phonographes. Peut-être 10-15 ans, quoi. Le phonographe est devenu un objet d'usage courant, parce qu'avant c'était un objet des gens fortunés. Donc il y a une nouveauté de cela très, très grande, avec des questions d'organologie des oreilles, des yeux, des mains et tout ça qui sont colossales, parce que le phonographe redistribue complètement les organisations entre les différents organes de la perception. Et ça crée des questions artistiques, justement, des questions de toutes sortes. Alors, à partir de là, je voulais revenir à ce que tu disais tout au début, sur le film Mai. Federico Fellini dit, dans un film d'ailleurs qui est un documentaire qui a été fait par Jean-André Fieschi sur sa manière de travailler, Fieschi l'a suivi, il a réussi à le rencontrer, un documentaire très 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 intéressant sur la manière dont travaille Federico Fellini. Fellini travaillait, si j'ai bien retenu ce que m'a enseigné ce documentaire, toujours de la manière suivante, il tournait, Cinecittà ou ailleurs, il faisait des prises, tout ça. Et comme la plupart des cinéastes de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui ça a changé, il allait le soir en visionnage des rushs, quoi. Avec un certain délai, puisqu'il fallait emmener les bobines au laboratoire, qu'elles soient développées, patati patata. Il y a peut-être un délai de 24 heures, je ne me souviens plus très bien. Enfin, il y avait un délai.
qui aujourd'hui disparaît avec les caméras numériques, il n'y a plus de délai. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais très très content de ça, parce que moi je suis passionné par Alain Resnais, et Paul Dalivès a joué avec Resnais. Donc il m'expliquait comment il travaillait. Et il me disait, voilà, Resnais revenait avec la caméra et il me disait, regarde maintenant. Il lui faisait regarder sa propre scène, totalement différent de ce que faisait Fellini. Fellini disait, on ne peut pas voir une image avec le son. Et donc, quand Fellini faisait des recherches avec ses comédiens, assistants, patati patata, il y avait du monde. C'était silence total. On regarde les images. Et il disait, une image n'est bonne que si elle se soutient sans le son. Et c'était son critère voilà, pour faire un choix entre 5 ou 6 prises. Voilà. Après, il mettait le son. C'est intéressant, ça. Oui, très, très intéressant. Ouais. C'est très intéressant aussi ce que tu dis sur le contexte plus qu'historique, le contexte organologique et épocal enfin, de ce film. Oui, la radio est récente, le phonographe aussi, et donc il y a cet enjeu de réorganisation finalement du sensorium peut-être, ce que Benjamin appellerait le sensorium. Benjamin travaillait là-dessus à cette époque-là. Absolument, ce qu'il appellerait le médium de la perception, au fond. Et donc cette réorganisation, alors déjà elle est marquée dans le film, ou elle est remarquée, on pourrait dire. Non seulement parce que, bon, comme on a dit, on voit des yeux qui sont découpés, qui sont remontés, ou des yeux qui alternent entre droite et gauche, mais aussi parce qu'il y a cette étrange figure, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas tout à fait un personnage, c'est une sorte d'hypo-personnage finalement, qui est le Charlot, qui apparaît au début et à la fin, et qui, alors il tient un peu de la marionnette. Bon, il semblerait que Charlot d'ailleurs, ce soit le nom du producteur du film, donc on dit que c'est pas Charlot Charlie Chaplin, mais c'est le producteur du film. Ceci dit, il a très clairement aussi des traits propres à Chaplin. Et donc il est désorganisé, c'est-à-dire ses membres sont coupés et puis recomposés, d'une part. Et puis d'autre part, il a un peu justement, à mes yeux, il a un peu cette fonction, mais du coup intégrée dans le film ou remarquée dans le film, du bonimenteur ou du présentateur. Il a un peu la fonction de l'ouvreur ou enfin celui qui introduit et présente le spectacle, comme le bonimenteur de cirque finalement. Et donc ce personnage désarticulé et recomposé, finalement il est implicitement présent tout au long du film. D'ailleurs il revient tout à la fin. Et c'est comme s'il travaillait un peu tout le temps en sous-main comme s'il portait en sous-main ou il incarnait en sous-main cette constante recomposition du sensorium, des mains, des yeux, des oreilles, etc., sur quoi le film travaille finalement. D'ailleurs, on pourrait imaginer aussi que, parce que Chaplin est déjà connu à cette époque-là, je crois, 1924, c'est déjà un phénomène, je crois. Il faut vérifier, mais je crois. Oui, probablement. Et on pourrait aussi faire une... Parce que moi, il m'est arrivé... Parce que je crois que Monk a dit quelque chose, je n'avais pas retenu exactement, d'ailleurs, comme tu citais, comment s'appelle-t-il Laurent Deville. Voilà. Pas exactement, mais qui était très très proche. Il disait que... il parlait de claudication. Ah oui. Il disait que je ne sais plus exactement la phrase, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin il parlait de la claudication en matière de rythme. Et ça m'a toujours fait penser à Chaplin. Parce que Chaplin est un être quasi mécanique, c'est presque une poupée mécanique, et jamais une simple poupée mécanique, c'est-à-dire, et c'est en fait, ça nous ramène beaucoup à Diderot en réalité. C'est-à-dire que c'est un type, c'est quelque chose qui est presque un stéréotype, mais justement pas un stéréotype, c'est-à-dire
et qui nous fait pleurer, parce que si j'ai pleuré moi devant des films, c'est bien ceux de Chaplin. Oui, c'est vraiment incroyable comme ça fait pleurer Chaplin, même les plus retors. Mais sans doute ça tient, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça tient aussi à cette façon qu'a Chaplin de, sans trop marquer la chose, pas de manière très évidente ni appuyée, mais quand même toujours de se regarder ou de s'étonner de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il y a toujours cette espèce d'écart. Ça me fait penser à un passage de Bergson que cite Deleuze dans l'image temps, pour dire au fond qu'est-ce que c'est le virtuel. C'est-à-dire ce passé qui immédiatement redouble tout présent. Et Bergson emploie cette comparaison avec l'acteur qui se regarderait jouer. Voilà. Et donc le personnage de Chaplin, mais aussi ce qu'on dit ce qu'on disait sur le bonimenteur, sur le fait que regarder un film, c'est immédiatement le redoubler en se le reprojetant, etc. Ce sont autant de moments de scission comme ça. C'est là où il y a évidemment de la spectralité qui accompagne chaque instant. Enfin, c'est pas qu'il l'accompagne d'ailleurs, c'est elle est là, elle le tend, etc. Et c'est là où probablement quelque chose de l'ordre du binaire acquiert son élasticité de chaque instant, de chaque seconde, dans ce redoublement-là.